Roux, bonjour. Quels sont vos vœux pour l'AFPA et pour ses salariés? En ce début d'année, pour chacun d'entre vous, je vous présente effectivement tous mes vœux pour vous, pour vos proches, pour votre famille. Des vœux de santé d'abord, des vœux de réussite, des vœux d'épanouissement professionnel, personnel. Bien sûr, les vœux d'épanouissement professionnel, c'est aussi des vœux pour l'AFPA. Et on en a besoin. L'année 2015, vous le savez, était une année difficile, une année mauvaise, osons le dire. Une année mauvaise avec un espoir. Mauvaise parce qu'on a pris un peu de retard dans les chantiers du plan de refondation. Mauvaise parce que l'activité était très basse, vous le savez comme moi. Mais avec un espoir important parce que en juillet 2015 a été votée une loi qui redonne une perspective à l'AFPA, réancre l'AFPA dans le service public. 2016, ça commence en fanfare avec l'annonce du plan 500 000, qui était évidemment une chance pour l'AFPA. Oui, justement, le président de la République, dans ses vœux aux Français, a annoncé que 500 000 personnes de plus seraient accompagnées par la formation professionnelle vers des métiers d'avenir. Quel rôle y voyez-vous pour l'AFPA? Alors, ce plan, on ne sait pas tout sur ce plan, et je ne vais pas vous dire ce qui n'est pas encore complètement décidé, mais on sait trois choses sur ce plan. Premièrement, ça va être un plan massif. J'y reviendrai, 500 000, c'est énorme. Donc un plan massif, probablement à la hauteur des enjeux, mais un plan massif. Deuxièmement, c'est un plan qui est orienté vers les métiers d'avenir. Les métiers d'avenir, ça regroupe au fond trois choses. Ce qu'on a appelé les métiers en tension, celles où les entreprises ont du mal à recruter, et on sait que nos stagiaires sont happés, et c'est très bien, rapidement, dans un certain nombre de compétences sur le marché du travail. Tous les métiers de la transition énergétique, et l'AFPA est le premier organisme à avoir rénové toutes ces formations. Une formation sur deux a été impactée par ça, a été revue. Donc on est prêt. La révolution numérique qui fait créer des nouveaux métiers, qui crée des nouveaux métiers et qui, au fond, pose des défis un peu à tout le monde. Donc c'est par rapport à tout ça que le plan va être orienté. La troisième chose qu'on sait, même si ça n'a pas été annoncé publiquement, c'est que ce plan sera ou aura une forte dimension nationale. Donc avec un engagement des pouvoirs publics au niveau national. Ça se fera vraisemblablement par un appel d'offres ou par des appels d'offres nationaux. Alors, l'ensemble de ce plan, chacun le voit bien, c'est une chance historique pour l'AFPA. C'est une chance historique, mais c'est un défi. C'est un défi par le volume. Parce que d'une part, rien n'est gagné, il y aura les appels d'offres, il faut les gagner, même si, a priori, ça se positionne exactement sur les compétences de l'AFPA. Donc l'AFPA doit être au rendez-vous, ne peut pas ne pas être au rendez-vous. Donc il faut le gagner, il faudra transformer l'asset, donc c'est une chance. Je voudrais qu'on s'arrête sur le volume. 500 000 personnes. Si je prends juste les parts de marché de l'AFPA, étant un peu conservateur, il faudra faire mieux, mais soyons conservateurs dans le raisonnement, 27% c'est notre part de marché. Ça veut dire 130 000 demandeurs d'emploi dans les 500 000 à accueillir à l'AFPA. Pour un plan qui va durer 15 mois environ. En 15 mois, 130 000 demandeurs d'emploi, c'est ce que nous accueillons aujourd'hui. Ça veut donc dire qu'il faudrait doubler le nombre de demandeurs d'emploi qui arrivent à l'AFPA. C'est une bonne nouvelle, mais elle est tellement bonne qu'elle fait un peu peur. Alors, je me pose la question, je vous pose la question, sommes-nous prêts? On est les rois de la formation pour la maçonnerie, vous connaissez le proverbe, on dit c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, moi j'aime mieux dire c'est en haut du mur qu'on voit le maçon. Est-ce qu'on sera capable d'accueillir, et de le faire avec une qualité AFPA, l'ensemble de ces demandeurs d'emploi? Vous parlez de chance historique, c'est aussi un défi historique. Faudra-t-il recruter plus de formateurs et quels formateurs? Il est évident que pour accueillir plus de demandeurs d'emploi, on verra ce qu'on gagne, on verra quels seront les chiffres in fine, il faudra plus de bras, plus de formateurs, et en commençant par plus de formateurs. Alors, je voudrais qu'on se comprenne bien. Il y a aujourd'hui dans l'AFPA 3 types de formateurs. Il y a environ 3000 formateurs permanents, c'est-à-dire qui sont en CDI attachés à un centre, avec quelques missions de mobilité autour. Il y a environ 150 formateurs itinérants qui, comme leur nom l'indique, vont d'un centre à l'autre et sont essentiels pour porter les bonnes pratiques d'un centre à l'autre. Et puis, il y a ce qu'on appelait les formateurs associés, qui peuvent avoir un statut de CDD, qui peuvent avoir un statut d'auto-entrepreneur, de vacataire, et qui sont des formateurs occasionnels ou des formateurs qui ont une compétence pointue, rare, dont on a besoin de temps à autre.
Ça, c'est l'ensemble des formateurs de l'AFPA aujourd'hui. Alors, face à un plan comme celui-ci, comment faire? Je crois qu'il faudra, pour chacun des besoins, se poser deux questions. Est-ce que le besoin est permanent ou conjoncturel? Ce plan, il va durer 15 mois. J'espère que le soufflet ne retombera pas complètement, mais il est évident qu'il ne continuera pas dans les mêmes proportions. Donc, le besoin est-il permanent ou est-il conjoncturel? La deuxième chose, c'est que le besoin peut être permanent sans qu'on sache où les formations auront lieu. Donc, sommes-nous capables de dire où le besoin, s'il est permanent, sera, ou est-ce qu'on ne sait pas? Donc il y a deux questions, permanent, structurel, ou, et puis deuxième question, est-ce que c'est localisé ou est-ce que c'est un besoin diffus dont la localisation pourra changer? Si le besoin est permanent et diffus, sans qu'on sache le localiser, franchement, la solution des itinérants est remarquable. Et moi, vous le savez, je suis très attaché au rôle des itinérants dans l'AFPA. Je crois que dans un premier temps, il faut en doubler le nombre, et probablement pour le tripler dans un second temps. Donc les itinérants, c'est la première réponse à une situation comme celle-ci. On a ensuite des cas de figure où le besoin, il sera tout aussi permanent, mais on pourra le localiser. On sait que c'est à cet endroit-là qu'il y aura un besoin permanent. Dans ce cas-là, on peut effectivement avoir des formateurs qui sont dans cette catégorie dite permanente, classique, si on veut, dans l'AFPA. Et puis il y a le troisième cas de besoins qui devront être conjoncturels. Ça va durer 15 mois, puis on ne sait pas trop derrière ce qui se passera. Dans ce cas-là, je pense que nous devons être prudents et nous ne pouvons pas embaucher ces formateurs en CDI. Par contre, il faut que nous soyons sérieux sur le statut d'associé. Pour moi, un associé, c'est un formateur qui doit, et je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais qui doit faire pleinement partie de la communauté pédagogique de l'AFPA. Ça veut dire qu'il faut l'accueillir, le former, le labelliser, aider à son propre développement professionnel. Il doit faire partie de la famille. À ces conditions, on doit pouvoir enrichir notre potentiel par un certain nombre de formateurs associés, et d'ailleurs l'enrichir aussi par des partenariats avec d'autres organismes de formation qui pourront venir compléter ce que nous ferons. Donc qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut, 1, faire plus d'itinérants, 2, bien déterminer ce qui sera des besoins permanents et ce que seront des besoins conjoncturels pour déterminer ceux qui devront être recrutés sous forme de CDI, de permanents, et ceux qui devront être recrutés sous forme d'associés, tout en veillant à leur intégration, tout en veillant à la qualité. Il n'est pas question de faire deux qualités, il n'est pas question d'avoir, de faire tellement vite qu'on n'assure pas la qualité AFPA. Non, la qualité doit être au rendez-vous dans tous les cas de figure, l'appartenance à la communauté pédagogique doit être assurée dans tous les cas de figure, mais les modalités peuvent et doivent être différentes. Alors, en plus de tout ça, la mobilité, à commencer par les formateurs qui aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas de travail, mais c'est les premiers qui, j'espère, pourront absorber ce surcroît d'activité. La mobilité aidera à résoudre l'ensemble de l'équation. De la même manière que travailler en collectif aidera à résoudre cette question nouvelle. Donc oui, il faudra plus de formateurs, mais en réfléchissant, en faisant les choses à bon escient, au bon endroit, au bon moment. Plus globalement, quelles sont les conditions de réussite de ce plan 500 000? Je l'ai dit, rien n'est gagné à l'avance. Donc ce n'est pas une promenade de santé. Le volume l'indique, mais le volume, la qualité, les enjeux nouveaux, le fait que le problème va se poser différemment. L'AFPA, dans son histoire, a toujours bien réagi à des politiques publiques ambitieuses. Là, nous sommes face à une politique publique ambitieuse. Mais il y a des conditions pour réussir. Premièrement, et ces conditions, elles vont au fond s'articuler autour de l'idée il faut jouer ses points forts. L'AFPA a des points forts, il faut jouer nos points forts. Nos points forts qui s'appuient sur nos valeurs. La première chose, c'est que l'offre d'hébergement de l'AFPA va être essentielle, puisque ça va être, pour une part, une offre nationale. Qui dit offre nationale dira mobilité stagiaire, dit hébergement. Donc, mise à disposition de nos hébergements, c'est quelque chose de fondamental. La deuxième chose, c'est que, ça va avec l'hébergement, c'est qu'il faut redonner des couleurs à notre grande tradition d'accompagnement. L'accompagnement pédagogique, l'accompagnement social, l'accompagnement citoyen, toutes les dimensions. Cet accompagnement, on le sait, il est essentiel pour la réussite, pour le taux d'accès à l'emploi à 6 mois. Donc, redonner des couleurs à l'accompagnement.
Une troisième condition, c'est que va falloir passer au régime au-dessus. Je prenais l'image à Toulouse en disant on a conduit l'AFPA le pied sur le frein, maintenant il faut conduire l'AFPA avec le pied sur l'accélérateur. Une des manières d'accélérer, et beaucoup de centres AFPA l'ont déjà fait, et je trouve ça très très bien, et ça, tous les regards extérieurs sur l'AFPA disent ah, l'AFPA est capable de faire ça, bravo. À chaque fois qu'il y en a eu besoin, l'AFPA était capable de passer en 2 équipes de formation. Donc de doubler le nombre de personnes qu'on accueille avec le même plateau technique. Plus de formateurs, mais le même plateau technique. Ben oui, il faudra continuer dans cette voie et probablement faire dans beaucoup plus d'endroits 2 équipes de formation, c'est assez essentiel. Quatrième condition, c'est que c'est la multimodalité. Et la multimodalité, la capacité de faire une partie à distance, une partie par simulation, d'avoir des ressources partagées, l'ensemble de la multimodalité doit nous aider à relever le défi. Alors vous allez me dire, c'est un peu chaud, on n'est pas encore tout à fait prêt. Ben oui, c'est la vie. Ça aurait été mieux que ça vienne dans un an, mais ça vient maintenant. Donc il faut quand même utiliser cette ressource nouvelle qu'on a. Et c'est un atout, mais il faut l'utiliser. 5e condition de réussite, là aussi, appuyons-nous sur quelque chose qui est en cours. Ont été listés une trentaine de centres stratégiques nationaux qui ont chacun vocation à être un peu les leaders dans un domaine, sur des métiers nouveaux, sur des métiers d'avenir. Ben, ça va recouper largement ce plan. Donc nous avons, avec cette trentaine de centres, ben, les 30 centres qui vont naturellement prendre le leadership en entraînant tous les autres, bien entendu. Donc jouons sur cette capacité de nos 30 centres nationaux. Là aussi, c'est le début de l'histoire, je sais bien, mais ça sera l'occasion de les faire exister. Et si on se compare à beaucoup de nos concurrents, ben on a quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est un avantage, jouons-le. Il y a une 6e condition de réussite pour moi, c'est que l'AFPA est probablement trop centralisée. Et que le premier acte, vous vous en souvenez du plan de refondation, ça avait été de renommer des directeurs de centre. Il faut que plus de liberté d'action, plus de liberté d'initiative soit donnée à chaque collectif de centre. Parce qu'il va falloir saisir des initiatives et qu'il faudra aller très très vite. Et puis la dernière condition de réussite, mais c'est la principale, parce qu'elle englobe toutes les autres, c'est qu'au fond, je l'ai dit, tout ça va donner quand même beaucoup de travail, et ça ne se fera pas sans l'engagement de chacun. Alors je sais que chacun est très attaché à la mission de service public, au fond, à ce rôle d'utilité sociale, mais là, ça va être l'occasion de retrousser les manches et de le faire. Et donc, l'engagement de chacun, il est essentiel. Mais j'ai parlé des formateurs, mais pas seulement pour les formateurs, parce qu'il faudra identifier, sourcer, comme on dit, positionner, accompagner, héberger, accompagner jusqu'à l'emploi. Bon, tous les métiers de l'AFPA vont être mis à contribution pour qu'on transforme l'essai et pour que ce plan, quelles qu'en soient ses modalités, ce n'est pas nous qui sommes aux manettes, que l'AFPA soit au rendez-vous et réussisse. Pour réussir ce défi aussi, ce challenge, il y a une convention qui a été renouvelée et signée en décembre à Toulouse entre l'AFPA et Pôle emploi. Qu'est-ce que prévoit ce partenariat? Pôle emploi et l'AFPA sont désormais les 2 établissements publics sous la tutelle du ministère du Travail, enfin seront demain matin. Donc on est redevenu cousins. On s'était un petit peu éloigné, on redevient cousins. Bonne nouvelle. Donc il est évident que le travail avec Pôle emploi, il est naturel et il est essentiel. C'est la raison pour laquelle on a signé une convention nouvelle qui marque vraiment une étape beaucoup plus importante dans la collaboration avec Pôle emploi. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois depuis longtemps, la direction générale de Pôle emploi a participé longuement aux travaux du séminaire de Toulouse, du management de l'AFPA. Donc on travaille ensemble, on se rapproche et c'est bien naturel. Le premier objectif, c'est un objectif de saturer les places disponibles. Ça, indépendamment des plans gouvernementaux. Il y a des places disponibles, on souffre tous du fait qu'il y a des gens qui attendent, nous on a des places, c'est vraiment un vrai gâchis social. Là, Pôle emploi s'est mobilisé. 400 000 mails ont été envoyés juste avant Noël à un certain nombre de demandeurs d'emploi pour saturer, pour rendre efficace au fond ces stages qui existent. Donc c'est la première action. La deuxième étape, c'est qu'il y a des commandes en matière de formation, de Pôle emploi, sur lesquelles on peut sûrement faire plus aussi. La troisième chose, c'est qu'il y a un travail sur les systèmes d'information qu'on organise avec Pôle emploi, pour qu'au fond, chaque conseiller de Pôle emploi est sur son écran. Ce n'est pas de la théorie, c'est sur son écran, devant lui, les places disponibles, l'offre de l'AFPA.
c'est très important pour leur opérationnalité. Et puis, au-delà de ça, le rapprochement, il doit se faire à tous les niveaux. On l'a fait au niveau national, il doit se faire au niveau des régions, il doit se faire au niveau territorial, qui est un niveau important pour l'emploi, il doit se faire au niveau des agences. Donc, tout le monde, finalement, dans l'AFPA, doit être ambassadeur pour renouer ces bons contacts, qu'on se comprenne bien, qu'on s'explique bien, qu'on travaille plus ensemble. C'est vraiment essentiel. Et dans le plan 500 000 dont on parlait, Pôle emploi va sûrement, d'une manière ou d'une autre, jouer un rôle très important. Donc ce rapprochement, il est essentiel pour notre fonctionnement futur. On peut parler de bouleversement pour l'AFPA. Quels en sont les risques, voire les pièges à éviter? Je reprends l'exemple du frein à l'accélérateur. C'est vrai qu'on conduisait un peu le pied sur le frein, avec des problèmes, ça faisait chauffer le moteur, c'est pas très agréable, on n'avance pas très vite, ça fait du bruit, bon, c'est pas agréable, et on sort d'années qui étaient des années de souffrance collective et partagée. Le contexte va être nouveau. Alors simplement, quand on se met à accélérer, il faut quand même faire attention, il y a aussi des virages, il ne faut pas aller dans le décor, il y a des panneaux, il faut quand même respecter les règles du jeu, il y a des piétons, il faut mieux éviter de les écraser. Enfin, quand on se met à accélérer, c'est une bonne nouvelle, c'est agréable, mais ne nous faisons pas griser par la vitesse sans réfléchir. Je crois qu'il y a un certain nombre de pièges qu'il faut éviter. Le premier, alors je les liste un peu en vrac comme ça, le premier c'est qu'on accélère, mais que le temps d'enlever le pied sur le frein et de mettre le pied sur l'accélérateur, on soit déjà à l'automne, et que pouf, le train soit passé. Donc il va falloir le faire, tout ça, il va falloir agir vite. Donc on n'a pas le droit d'être en retard. On n'a pas le droit d'être en retard. On doit trouver les solutions, mais on n'a pas le droit d'être en retard. La deuxième chose, c'est que, j'ai dit, moi je ne sais pas prévenir l'avenir, mais chacun voit bien que dans ce plan, il y a quelque chose de conjoncturel. Non pas que le chômage va se résorber comme ça, mais des opérations coup de poing à cette hauteur-là, je ne crois pas qu'elles puissent être pérennisées. Hein, s'il y a 1 milliard de prélevés sur les finances publiques, ça ne sera peut-être pas chaque année comme ça. Donc on a une opération coup de poing. Je ne dis pas qu'elle retombera à zéro, mais elle retombera forcément. Donc il faut, et c'est le raisonnement que je faisais pour les formateurs tout à l'heure, mais il faut le faire pour les investissements, pour tout. Il faut être capable de gérer ce surcroît d'activité, mais de se dire, ah oui, mais dans quelques temps, on va tomber à un niveau, j'espère, plus élevé qu'aujourd'hui, mais probablement moins élevé que ce maximum qui sera atteint. Donc il faut qu'on organise l'AFPA pour cet atterrissage en douceur. Alors, le troisième piège, ce serait de se dire, allez, on met tout sur le plan 500 000, donc, oh bah alors l'activité entreprise, on verra ça plus tard. Non, on ne verra pas ça plus tard, parce que l'activité entreprise, elle est fondamentale. D'abord, qu'est-ce qui fait le succès de l'AFPA? C'est que nos stagiaires, c'est l'employabilité de nos stagiaires. Et l'employabilité de nos stagiaires, c'est aussi le fait qu'on est proche des entreprises. Donc c'est fondamental pour ce que fait l'AFPA. Et puis, si ce que je disais est vrai, à savoir que le plan n'est pas totalement pérenne, qu'il retombe un peu, ben, on aura besoin du renfort du pôle entreprise salariée qui, montant en régime, viendra apporter un surcroît d'activité, viendra apporter au fond un relais. Et puis il y a même une dialectique plus subtile, c'est que le coup de chance, c'est que ce plan 500 000, il est sur des métiers d'avenir. Si on développe nos compétences, nos plateaux techniques, la qualité des équipes pédagogiques, de nos formateurs, notre offre sur les métiers d'avenir, ah ben cette offre-là, on pourra la déployer vis-à-vis des entreprises. Et on sait très bien que vis-à-vis des entreprises, un de nos problèmes, c'est une offre qui est décalée, qui est un peu inadaptée. Ben là, on a l'occasion de la remettre au goût du jour, de reprendre de l'avance. Ça devrait payer vis-à-vis des entreprises. Donc les deux ne doivent pas s'opposer. Je l'ai dit beaucoup de fois, l'AFPA doit marcher sur ses deux pieds. Alors, dans les pièges, on peut se dire, ah bah oui, bah alors il y a des choses, bon, tous les chantiers du plan de refondation, j'ai dit tout à l'heure qu'on était plutôt en retard, on verra plus tard. Non, on ne verra pas plus tard. On verra pas plus tard, parce qu'on en a besoin, parce que les échéances vont arriver, la transformation en est pique, et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas retarder. Donc là, il faut les tenir, il faudra qu'on s'organise en conséquence. Puis, on pourrait prendre un autre exemple. Moi, je suis de ceux, et je pense que vous êtes nombreux comme moi, à être fiers que l'AFPA ait été le premier organisme à dire « nous sommes là, nous sommes partants pour accueillir des migrants ». Ça commence à se faire. Ça montera en régime. Je ne sais pas quelle sera la place future de l'AFPA. Ça ne nous appartient pas de le dire de la manière. C'est au pouvoir public d'organiser cet événement, mais nous avons montré que nous étions fidèles à nos valeurs, même si ce n'est pas toujours bien compris.
on est fidèle à nos valeurs, on a répondu présent, on continuera à le faire. Alors vous pourriez me dire, et puis encore un point sur lequel il y a un risque, c'est que ce plan, il va être, je le pense, largement national. Il ne faut pas oublier que l'activité première de l'AFPA pour les demandeurs d'emploi, c'est l'activité qui, elle, est pérenne, qui, elle, est structurelle, qui, elle, n'a pas vocation à faire des à-coups, qui vient des régions. Donc il y a un point de vigilance très important. Déjà, en ce début d'année, Christophe Donnon, Hervé Estampe et moi-même, on va faire un gros effort pour rencontrer les régions, les nouvelles exécutifs. Il faut que ce qu'on va faire dans le cadre de ce plan soit bien articulé avec ce qui se passe dans les régions. Cette articulation ne nous appartient pas de cette manière. Mais enfin, c'est à nous quand même de vérifier dans l'opérationnalité que les choses s'emboîtent bien. Donc c'est une condition supplémentaire à régler. Alors vous me direz à ce stade, oula, ça se complique de minute en minute, il y a beaucoup de choses à faire attention, oui, c'est la vie. Mais vous me direz, mais est-ce qu'on va arriver à tout faire? Alors, mon dernier commentaire, c'est de dire, il va falloir être capable au fond, de retarder un certain nombre de choses. On ne peut pas tout faire en même temps. Et je sais bien que quand quelqu'un est dans un projet, il a envie que son projet avance. Mais là, c'est un choix collectif qu'il faudra faire, d'accélérer sur certains domaines, où là, on n'aura pas le choix d'ailleurs, puis sur d'autres, de se dire, ça on ne le fait pas tout de suite, on pourra le faire plus tard, on ne fait pas tout en même temps. L'AFPA aime bien lancer tout en même temps, le risque c'est que tout soit un peu en retard. Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas être en retard, donc il faut décider consciemment. Alors, c'est un travail à faire, et à faire partout. Mais je vais prendre un exemple. Moi, il y a deux domaines qui me tiennent à cœur, qui sont... Le premier, c'est que je trouve normal, et on s'est donné l'objectif, que 1000 formateurs de l'AFPA accèdent au titre FPA en 2020. Je trouve normal que les formateurs de l'AFPA, ils progressent eux-mêmes, et qu'ils soient dépositaires, qu'ils aient pour eux-mêmes le titre FPA. Par ailleurs, on lance les choses sur la multimodalité. Bon, deux grands projets qui mangent de l'énergie, qui mangent du temps, qui mangent de la ressource. Alors, faut-il faire des choix? Y a-t-il quelque chose qu'on peut retarder? J'ai dit tout à l'heure, tout ce qui touche la multimodalité, moi je ne crois pas qu'on puisse le retarder. Je crois qu'au contraire, on en a besoin pour bien réussir le plan 500 000. Par contre, et je donne un exemple, c'est un peu douloureux de dire ça, mais la vie c'est de faire des choix. Par contre, ce qui touche à l'accès au titre FPA, je crois qu'il faut garder l'objectif de moyen terme, garder l'objectif 2020, mais se dire au fond, c'est pas dans la période où les formateurs vont avoir beaucoup d'activités, et on ne s'en plaint pas, qu'on pourra soustraire du temps pour aller vers le titre FPA. Ça sera peut-être au moment où le plan s'arrêtera, où il y aura une retombée, j'espère pas trop grande, mais retombée quand même, qu'on pourra revenir. Donc voilà un exemple de quelque chose qu'on peut, sans oublier l'objectif qui est le nôtre, dire le décaler un peu dans le temps, sans dommage, sachant pour être réaliste, que c'est dans la période un peu moins active qu'on peut faire cet investissement en formation pour nous-mêmes, et que dans une période très active, il va falloir se concentrer pour accueillir. Donc voilà un certain nombre de... Mais je voulais faire ce tour pour montrer que c'est une grande chance, on a des atouts, mais c'est loin d'être gagné, il faut veiller à plein de choses. Donc une année 2016 avec beaucoup de challenges pour l'AFPA et pour ses salariés. De quelle façon seront récompensés en 2016 les efforts de chacun? Je l'ai dit, j'ai insisté là-dessus, nous ne réussirons qu'avec l'engagement de chacun. Et je sais que je peux compter sur votre engagement, parce que vous faites un travail qui vous tient à cœur. Simplement, il faut bien voir que nous avons tous travaillé dans une période de marée basse, parfois avec des stages qui n'étaient pas remplis, donc un peu le sentiment de ne pas avoir la pleine efficacité de ce que nous faisons, donc une souffrance. Donc beaucoup de travail, mais une souffrance. Là, on va dans une situation différente, de marée haute ou très haute, avec la satisfaction de voir des demandeurs d'emploi qui arrivent à l'AFPA, donc c'est quand même beaucoup mieux, avec beaucoup de travail, peut-être encore plus de travail, mais plus de satisfaction, plus de fierté, mais plus de travail. Ce travail, il méritera reconnaissance, et comme je l'avais dit au printemps, on pourra revenir dans une situation normale. Vous vivez depuis quelques années dans une situation anormale, une situation de crise. Progressivement, on trouve un chemin pour assurer l'avenir de l'AFPA. Nous sommes à la dernière étape, on va revenir vers la normale. Mais dès 2016, il me paraît nécessaire qu'il y ait cette reconnaissance. Sous quelle forme? Alors,
Ce que nous proposons, ce qui va s'ouvrir avec les organisations syndicales, c'est une négociation sur un accord d'intéressement. Accord d'intéressement que je souhaite fonder, non pas sur des résultats financiers ou des résultats de gestion, mais fondé sur la croissance. Le plan 500 000 nous en donne l'occasion, et des critères d'utilité sociale. Et cet accord d'intéressement, il devrait conduire, dès la fin de cette année, à un versement significatif et uniforme pour l'ensemble des salariés. Un mot de conclusion maintenant, Yves Barrou? Vous l'avez compris, on ouvre une nouvelle étape qui arrive juste au bon moment pour nous, et à vrai dire plus important que nous, au bon moment pour des milliers de demandeurs d'emploi qui attendent des opportunités. La question qui nous est posée, c'est est-ce que nous allons être capables d'être à la hauteur? Je suis persuadé que c'est possible, je suis persuadé qu'en mobilisant toute l'énergie, on peut le faire. Il nous faut être au rendez-vous. Être au rendez-vous de l'utilité sociale dont on parle tous. Mais là, il va falloir le démontrer. Le plan gouvernemental, au fond, c'est une réponse, une tentative de réponse à la désespérance qu'engendre le chômage et à toutes les conséquences qui arrivent avec ça. Lundi, j'ai été interviewé par TF1 et le journaliste de TF1 me disait, ils l'ont repris d'ailleurs dans la fin, mais c'est beaucoup d'argent, est-ce bien nécessaire au fond? 1 milliard pour les demandeurs d'emploi, mais c'est pas du gâchis ça? Alors, refaisons un peu il faut se reconvaincre de l'utilité des choses. Il y a aujourd'hui environ 6,5 milliards qui sont dépensés pour les demandeurs d'emploi. Ce chiffre, il a pas beaucoup bougé depuis quelques années. Depuis 10 ans, il a peu bougé. Or, depuis 10 ans, le chômage a augmenté de 50%. Au cours des 3 dernières années, le chômage a augmenté de 20%. Alors, dans ces conditions, dépenser 1 milliard de plus, c'est-à-dire 15% supplémentaires, alors que le chômage a augmenté de 50% en 10 ans, de 20% en 3 ans, ben, ça ne paraît pas déraisonnable. Non, ça ne paraît pas déraisonnable. Évidemment, c'est pour nous, pour d'autres, un vrai défi, mais c'est ça l'enjeu. Donc, il nous faut être à la hauteur de cet enjeu. Et vous le savez comme moi, mieux que moi, un demandeur d'emploi qui rentre dans l'AFPA, ben, au fond, il est déjà dans le rebond. Il passe du négatif au positif. Il est déjà dans la solution. C'est ça l'utilité sociale. Et c'est cette utilité sociale qu'il faut amplifier. La France en a, vous le savez, un grand besoin. Et pourquoi il faut accélérer aujourd'hui? Parce qu'il y a une urgence sociale qui, je crois, est évidente. Il va falloir être à la hauteur. Et je le redis, il est impossible que nous ne soyons pas à la hauteur. L'AFPA, tout le monde compte sur l'AFPA, sur d'autres aussi. Mais tout le monde compte sur l'AFPA. Donc, mais il faut mesurer la hauteur de la marche à monter. Donc, je vous incite à ne pas sous-estimer, à ne pas miser sur un échec du plan, en se disant « Oh, finalement, ils disent ça, mais ils feront 10 fois moins ». Non. Misons sur le succès, parce que les demandeurs d'emploi en ont besoin. Misons sur le succès, disons chiche. Mais soyons capables, nous, de prendre la balle au bond. Au fond, on a toujours dit que si l'AFPA n'existait pas, il faudrait l'inventer. Cette phrase est encore plus vraie aujourd'hui. Alors, le vœu que je voudrais formuler pour nous tous, c'est inventons ensemble le nouvel AFPA en 2016. Merci Yves Barrou, merci pour vos vœux et merci à toutes et à tous pour votre attention.